Bienvenue à tout le monde pour cette séance de théorie parapente organisée par le CDVL 31. Et donc, le thème de la soirée, ça va tourner autour de la météo et de l'aérologie. Donc, par rapport à l'an dernier, j'ai apporté quelques modifications qui ont été inspirées à droite à gauche. Le contenu est assez... enfin, la difficulté de cette présentation, de savoir par quel bout on va le prendre. Donc, j'ai fait une tentative et on va essayer avec ça. Donc, pour commencer, on va faire un petit point sur le planning des séances. Donc aujourd'hui, on est le 9 novembre, on va traiter météo aéro. La semaine prochaine, on refera un petit peu de mécavol. Et la dernière semaine, on fera une toute nouvelle présentation sur le volant thermique. Donc, comme d'habitude, je commence par dire que je suis bénévole moniteur fédéral et que je suis pas parfait comme tout le monde. Donc, c'est possible que je dise des bêtises et que je commette des erreurs, mais bon, je vais faire au mieux pour vous donner ma vérité en tout cas. Et dans tous les supports que vous allez voir, j'ai rien inventé, donc tous les schémas, on va remercier leurs auteurs pour ce qu'ils ont fait. Tac, tac, alors conversation. Et je confirme que je partagerai le PowerPoint comme je l'ai fait pour la première séance. Donc je partagerai, j'ai déjà partagé les recueils des questions avec les réponses pour le brevet de pilote confirmé. Et je partagerai également cette présentation-là à la suite de de la soirée. Donc pour commencer, la météo. Les questions type qui peuvent vous être, que vous pouvez rencontrer lors du passage de brevet pilote confirmé. Décrivez les différents étages de la troposphère et les nuages associés. Donc, à l'instant que je vous parle, ça va vous paraître peut-être du chinois. À la fin de la soirée, ce sera comme compter jusqu'à 10. Décrivez les caractéristiques spécifiques d'un front froid, avec les schémas et les explications, et le type de masse d'air rencontré généralement les 2 à 3 jours suivants. Donc on regardera ça ensemble. Quels sont les nuages associés à une masse d'air instable? De quoi sont-ils annonciateurs et quelle est leur évolution possible? Décrivez à l'aide d'un schéma le trajet d'une particule d'air en mouvement ascendant selon une adiabatique sèche lors d'une situation aérologique instable sur 800 mètres. Alors pareil, si c'est la première fois que vous lisez une question de ce type, ça peut paraître très très compliqué. Quand on décompose la phrase et qu'on suit ce cours, normalement on comprend un petit peu plus ce que ça veut dire. Donc le grand sommaire de la soirée, on va d'abord définir les caractéristiques d'une masse d'air. On regardera les fronts et les nuages associés. On parlera de stabilité et d'instabilité. On regardera, en parlant d'émagrammes, et si on a le temps, on abordera les brises et les confluences, sinon on le réservera pour une séance suivante. Et alors il y en a un qui n'est pas tout à fait coupé son micro, je l'invite à le faire. Caractéristique masse d'air, donc, une des caractéristiques, c'est la température. L'information basique, c'est que la température de l'atmosphère décroît naturellement avec l'altitude. Donc ceci, si on place donc dans dans un environnement d'air frais ou froid, si on place une bulle d'air, on va dire plus chaud, cette bulle d'air, elle va avoir tendance à prendre de l'altitude. Et en même temps qu'elle va prendre de l'altitude, elle va se refroidir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un air non saturé, entre guillemets, en humidité, donc on parle d'un air non saturé en humidité, il va perdre en moyenne 1 degré par 100 mètres. Donc ça, c'est une valeur qu'on peut avoir en tête et qui est facile à retenir, 1 degré par 100 mètres pour un air sec. En revanche, un air saturé en humidité, il va avoir une décroissance en température de 0,6 degrés par 100 mètres. Donc il va se refroidir, mais moins vite. Donc voilà. C'est vraiment les informations basiques qui vont nous servir dans la suite. C'est que une cellule d'air plus chaude dans un air froid, elle va s'élever et en s'élevant, elle va se refroidir. Une hypothèse qu'on va appliquer aussi au cours de la soirée, c'est que
une bulle d'air, alors que là j'ai dessiné un cylindre parfait, c'est jamais le cas, mais l'air, il a une particularité, c'est que les masses d'air détestent se mélanger. C'est-à-dire qu'une bulle d'air chaud, elle va avoir tendance à rester entre elles et à très peu se mélanger avec l'air environnant, qui sera plus frais. Donc ça, on va le garder en tête pour la suite. Une autre caractéristique clé de la masse d'air, c'est l'humidité. On parle d'humidité au sol ou d'humidité suivant l'altitude. Ce qu'il faut bien comprendre, et un paramètre clé, c'est que une bulle d'air, suivant sa température, elle va pouvoir accueillir, entre guillemets, une humidité maximale qui évolue. Plus elle est chaude, plus elle va pouvoir accueillir l'humidité. En revanche, plus elle est froide, et moins on va pouvoir accueillir d'humidité. Comment ça se traduit physiquement? Si on part à une altitude de 0 m, donc de la mer, on a une bulle d'air qui est à 20 degrés, et là j'ai fait 17 grammes de, donc 17 grammes d'humidité, on va dire, dans ce mètre cube là. Si on fait prendre de l'altitude à cette bulle d'air, jusqu'à avoir une altitude de 2000 mètres, donc on aura perdu 1 degré par 100 mètres, et donc la température sera de 0 degré. Et bien ici, on ne pourra accueillir plus que 5 grammes par mètre cube d'humidité, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'expulser de cette cellule d'air, on va expulser de l'humidité. Et vous devinez, enfin, on va l'expliquer un petit peu après, mais la création du nuage, elle tient à ce phénomène. Une dernière caractéristique de la masse d'air, et pas négligeable, c'est la pression. On entend énormément parler. Le poids de l'air, en fait, la définition de la pression, c'est le poids de l'air qui est exercé à la surface de la Terre, et c'est donc la pression atmosphérique. Donc une colonne d'air qui s'applique sur la Terre. Parce que l'air, on a l'impression que c'est léger, mais ça a quand même une certaine masse. L'unité de pression qu'on utilise en météo, c'est l'hectopascal. Et donc plus on s'élève en altitude, et moins il va y avoir d'air au-dessus de notre tête. Donc la pression sera plus faible en altitude. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Quand on va en montagne, ben, la pression, par définition, elle est plus faible. En moyenne, la pression atmosphérique diminue de 1 hectopascal tous les 8 mètres. Alors ça, c'est pas une valeur qu'il faut retenir, hein. C'est juste un ordre de grandeur. Donc, ce qui pourra nous permettre d'identifier que la pression moyenne à 1500 mètres d'altitude, c'est 850 hectopascales. À 3000 mètres, donc elle est plus faible, elle est à 700 hectopascales. Et à 5500 mètres, elle va être à 500 hectopascales. Et donc, on retrouve ce schéma-là. Et on permettra aisément de... Voilà, on peut comprendre qu'au sommet du Mont Blanc, la pression elle est plus faible qu'au sommet du Puy de Dôme. Dans cette diapo, il y a une valeur à retenir, celle que j'affiche maintenant, c'est la valeur de 1013 hectopascales, qui est la valeur moyenne au niveau de la mer de la pression atmosphérique. Donc il y aura pas mal de choses qui vont tourner autour de ce 1013, suivant si on est au-dessus ou en dessous. On reviendra là-dessus dans la suite. Bon, jusqu'ici, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, hein. On va rentrer maintenant, après avoir présenté vraiment les caractéristiques de base, on va rentrer dans le sujet des fronts et des nuages associés. Donc, on va parler des différents nuages. On va définir les fronts, qu'ils soient chauds, froids ou occlus. Et après, on va discuter un petit peu de l'influence sur le vol en parapente. Donc les nuages, c'est un ensemble visible de minuscules particules d'eau liquide ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment la définition de base. Pour leur formation, donc les nuages se forment par refroidissement de l'air ascendant, comme on l'a vu, donc ils doivent expulser l'humidité à partir du moment où ils ont atteint un point de condensation. Lorsque la température diminue, la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air diminue, donc l'humidité relative augmente. Lorsque l'humidité relative atteint 100%, on aura condensation et création du nuage. Il y a différents mécanismes qui peuvent être à l'origine de la formation du nuage. Et en fait, c'est 4 mécanismes principaux qui sont à l'origine de l'élévation en fait, de l'air, de l'élévation en altitude de l'air.
Donc le premier, c'est celui que l'on connaît, l'air chauffé par le sol, on va dire que ça crée un thermique. Donc le thermique va permettre à une bulle d'air de s'élever, et donc elle va prendre de l'altitude, se refroidir et atteindre un niveau de condensation. Le cas numéro B, c'est l'ascendance due à un front. On va le voir plus loin. Quand l'air est en mouvement et est élevé en altitude, on a une création de nuages à cause de cette élévation en altitude. Ça peut être une ascendance due au relief, celle-là on la connaît beaucoup dans les Pyrénées. C'est lorsque voilà, on a le vent qui bute sur un relief, donc il passe par-dessus. Donc par définition, l'air enfin, a une élévation en altitude due à ce vent sur le relief. Et le D, c'est un peu plus particulier, c'est du brouillard dû au refroidissement sur place, malgré qu'en fait on n'est pas pris d'altitude, mais on a un refroidissement dû à la température du sol et de l'air dans la zone. Donc dû à la convection, dû à un front, dû au relief ou du brouillard. C'est vraiment les 4 cas que l'on présente ici. Une image qui résume un petit peu la création du nuage, que je vous laisserai relire un petit peu en détail, mais dans l'absolu, c'est donc une masse d'air gorgée de vapeur d'eau qui s'élève dans l'atmosphère à plusieurs centaines de mètres d'altitude, donc elle va se refroidir et subir une décompression. Donc l'air humide va s'élever. Au niveau du point de saturation, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense en gouttelettes et un nuage se forme. Et l'altitude du nuage, elle va dépendre alors de la température et de l'humidité de l'air au sol. Donc à Paris, dans cet exemple, si en novembre on a 15 degrés, une humidité de 80%, on aura un nuage à une altitude donnée. En juillet, avec une humidité moindre et une température de l'air plus élevée, la base du nuage sera à une altitude supérieure. Parlons un petit peu plus des nuages. On imagine qu'il y a beaucoup de noms de nuages et que ça va être dur de les retenir. Eh bien, on va voir ensemble que c'est pas si compliqué. Parce qu'il y a finalement deux classifications uniquement. Les nuages cumuliformes, donc forme isolée, aspect chou-fleur. Terminaison cumulus. Donc ce sera les cumulus, les altocumulus et les cirrocumulus. Donc ils ont une forme bien distincte et en fin de présentation, on verra des photos de chacun. La deuxième catégorie, c'est les nuages stratiformes, forme soudée, étalée en couches superposées. Stratiforme, ça nous fait penser à strates, donc vraiment à des étages, comme un millefeuille, et donc ils ont vraiment une forme significative. Ils auront une terminaison en stratus, donc les stratus, altostratus et cirrostratus. Une fois qu'on connaît ces deux classifications de nuages, on va avoir une répartition verticale de ceux-ci, et ça va définir le préfixe. Si la base du nuage est au-dessus de 6000 mètres, donc un nuage de très haute altitude, on va rajouter cirro devant, ce qui va nous donner soit cirrocumulus, soit cirrostratus. Si la base est entre 2000 et 6000 mètres, donc en altitude on va dire moyenne, on va rajouter alto. Ça va nous donner soit des altocumulus, soit des altostratus. Et enfin, si la base est inférieure à 2000 mètres, on n'aura pas de préfixe. Donc ici, on a un petit schéma qui nous récapitule la majorité des nuages. Et vous allez voir que finalement, avec ce mécanisme... Oui, pardon, vas-y. Eh bien, alors, là, je vais répéter la question pour le replay. La question, c'est comment on fait la différence entre un altocumulus et un cirrocumulus si on a du mal à évaluer son altitude entre 3000 et au-delà de 6000 mètres. Alors, la réponse, elle va être bateau. Euh, Personne ne va t'en vouloir si tu appelles un cirrocumulus, si tu l'appelles altocumulus. Dans l'absolu, enfin, c'est savoir qu'ils ont un nom. Quand on parle d'un cirrocumulus, on parle de tel type de nuage, mais quand on regarde le ciel, l'important c'est de comprendre quelle va être l'influence sur le vol
Et à ce moment-là, un altocumulus ou un cirrocumulus, ils auront le même impact sur le type de vol que l'on réalise. Donc, effectivement, je ne saurais pas te donner d'indice clé à part la hauteur, enfin, si on se base vraiment par rapport à la hauteur d'un relief, si on est au niveau du Mont Blanc, eh bien, on peut voir si on est plus haut ou plus bas que le Mont Blanc pour la base du nuage. Mais au-delà de ça, j'ai moi-même, enfin, pas de petits trucs à te donner pour ne pas confondre un alto avec un cirrocumulus ou stratus. Du coup, par rapport au mécanisme qu'on vient de voir précédemment, on va voir que ça va être facile d'apprendre et de mémoriser les noms des nuages, puisque dans la première couche, donc la couche inférieure, on va retrouver les stratus et les cumulus, donc stratus ici et cumulus ici. Deuxième couche, elle se situe donc entre 2000 et 6000 mètres. On va rajouter juste le préfixe alto, donc ça va nous faire altostratus, altocumulus. Troisième couche, on va avoir les cirrostratus et les cirrocumulus. Maintenant, il y a bien sûr des cas particuliers, on ne va pas faire les choses toutes simples. On va rajouter les cirrus qui sont formés de cristaux de glace. Ces nuages ont l'apparence de filaments blancs et ils ne causent pas de précipitation. Ils sont vraiment significatifs en altitude, on le verra en photo un peu plus loin. Et il existe des nuages qui occupent plusieurs étages à la fois. Donc on a le nimbostratus qui peut traverser les trois couches. Donc bon, sur ce schéma, il est surtout à cheval entre la première et la deuxième couche. Il faut savoir que le nimbostratus, il peut prendre de la verticalité. Le cumulonimbus, vraiment, c'est un significatif. Donc tout le monde connaît son nom et peut-être pas sa signification. Mais voilà, c'est un cumulus qui dégénère en vertical et qui traverse deux ou trois des couches existantes. Et il va être générateur d'orage et on voit un petit éclair ici pour le signifier. On aura aussi le stratocumulus qui se trouve souvent à la limite entre la première et la deuxième couche. Donc voilà, il est ici, donc c'est pour ça que il est ni euh, stratus tout simple ni alto, et on va l'appeler un stratocumulus. Mais encore une fois, qu'on l'appelle altostratus ou strato, enfin, c'est surtout un cumulus qui a eu de l'étalement. Donc ça, c'est notre schéma, bon, un peu flou, mais qui vous permet de mettre un visuel un peu plus formel sur les mêmes noms de nuages, qui sera utile pour vos révisions. Donc là, on a vu tous les noms des différents nuages. Maintenant, on va aller rentrer un peu plus dans le détail au niveau de la description des différents fronts. Et après, on va associer quel nuage apparaît dans quel type de front. Donc les fronts, ici on a une image qu'on ne comprend pas trop. Et donc on va voir comment ça peut se lire. Donc lecture d'une carte des fronts. Donc là, bon, c'est une image au pif qui date de 2018. La première chose, c'est de localiser où on est pour savoir ce qui nous concerne. Et donc la France, elle est ici. Donc on est très large sur ce plan-là. C'est vraiment au niveau Europe. On voit bien l'Italie et l'Espagne ici. Voilà. La première chose, c'est de comprendre où on est. Et donc ça nous permet de voir où est-ce qu'il faut regarder. Ensuite, on va essayer d'identifier où sont les anticyclones. Un anticyclone, c'est quoi? C'est une high pressure en anglais. Donc le sigle H pour high. La pression, on dit qu'elle est haute quand elle est supérieure à 1013 hectopascales. Et là, on retrouve le 1013 qui est la pression moyenne à 0 mètre. Donc la pression, quand elle est supérieure à 1013, on va dire que c'est une haute pression. Et ce qu'il faut retenir, c'est que autour d'une haute pression, on en a une ici, H, 1031, donc c'est plus que 1013, on a un sens horaire pour la rotation de la masse d'air. Donc ça, on va voir dans un second temps à quoi ça nous sert. Donc le sens horaire. Haute pression, c'est plutôt significatif, enfin signe de beau temps. Les dépressions, donc à l'inverse, une dépression c'est une low pressure, donc le sigle L. Quand la pression elle est inférieure à 1013 hectopascales, on en a 3 sur cette image. Donc on voit la 964, 966 ou 1011. Et donc on est en dessous de 1013 hectopascales, donc on a un petit L qui est donc la base et le centre d'une dépression.
Le sens de rotation autour d'une dépression, il sera anti-horaire. Basse pression, c'est plutôt synonyme de mauvais temps, malheureusement. Avec cette même carte, on peut identifier la direction du vent. Pourquoi? Parce que le vent, en fait, il va évoluer parallèlement aux lignes isobars. Alors, les lignes isobars, effectivement, je ne l'ai pas encore dit, donc c'est ces lignes sur- qui sont comme des courbes de niveau pour ceux qui font de la montagne sur une carte. Et en fait, sur la ligne, par exemple, 1012 ici, partout sur cette ligne, on aura une pression de 1012 hectopascales. Et donc, on voit que de 1031 à 964, on va avoir voilà, une dégringolade de la pression progressivement d'une ligne à l'autre. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que le vent, il va évoluer parallèlement à ces lignes isobariques. Et la direction du vent, elle va être indiquée par les anticyclones et les dépressions. Donc dans notre exemple, l'air autour de cette dépression-là, il va aller donc dans le sens anti-horaire, on l'a dit tout à l'heure. Donc il va tourner comme ceci autour de cette grande dépression. Et ici, donc, on va être horaire autour de cet anticyclone. Donc, on peut en déduire typiquement que au Royaume-Uni, ce jour-là, il y aurait eu plutôt du vent, on va dire, de ouest-sud-ouest. Grâce à cette même carte, on va pouvoir définir la force du vent. Alors, on va rester macro, c'est pas précis, mais plus les lignes isobariques sont serrées ici, plus le vent va être fort, et plus les lignes isobariques vont être éloignées entre elles, plus le vent sera faible. Donc ici, dans la région Nord-Afrique, ce jour-là, il y aurait eu potentiellement une journée de pétole, alors qu'ici, on aura probablement des vents qui seront très très forts au-delà des 50 km/h. Maintenant, on va identifier les fronts sur cette carte. On va avoir les fronts chauds, qui sont donc représentés en rouge avec des demi-cercles rouges. On va avoir les fronts froids qui sont bleus avec des triangles bleus. Et les fronts occlus qui sont violets. Donc on va expliquer par la suite, mais un front occlus, c'est un front froid mélangé à un front chaud. C'est pour ça qu'on va retrouver les pics, donc les triangles du front froid et les demi-cercles du front chaud. Et leur déplacement va se faire pousser par le vent. C'est-à-dire que dans notre exemple, on avait un vent qui tournait de manière anti-horaire autour de ces dépressions-là, ce qui va faire que ce front occlus, typiquement, il va se rapprocher de la France. Ça, on peut le savoir. Ça agit comme des voiles de bateau, en fait, qui se gonflent et qui seraient poussés dans la direction du vent, suivant les lignes isobariques, comme on vient de le voir. On a aussi la dernière chose qu'on voit sur ces cartes, c'est les lignes de grains, qui sont en fait des lignes de précipitation, qui sont pas forcément liées à un gros front significatif, donc pas à des gros fronts froids, mais qui sont quand même des lignes de précipitation qui peuvent être plus ou moins éphémères, de longueurs différentes et avec des durées de passage différents, mais ça entraîne forcément des précipitations. Est-ce que par rapport à ça, on a des questions déjà? Ou est-ce qu'on est bon? Alors, le site sur lequel je regarde ça, c'est MetOffice. Alors, c'est écrit tout petit et flou. Donc, MetOffice, M-E-T et plus loin Office. Et donc, alors là, c'était une photo de 2018, mais vous pouvez le voir en mode pressure chart, ils appellent ça en anglais. Et donc, on peut voir à la fois les dernières 24 heures, il me semble, et à la fois les prévisions du déplacement des fronts sur les 2 jours à venir. Donc ça, c'est intéressant pour savoir, dans un premier temps, quand on veut étudier la météo, de savoir si ça vole ce week-end. Commencer par là, on peut voir effectivement si on a une grosse dépression centrée sur les Pyrénées ou des multiples fronts en approche, on sait que ça va être compliqué. Au contraire, si on est sur un grand marais barométrique ici anticyclonique plutôt, on sait qu'on aura des conditions plutôt ensoleillées. Ça ne veut pas dire qu'on aura des bonnes conditions thermiques, mais en tout cas on aura plutôt du soleil.
et pas de précipitation et du vent faible. Donc le site, c'est Met Office. Tout à fait, tout à fait. Euh, Enfin, non, ma réponse est effectivement les fronts de base, qu'ils soient chauds ou froids, ils vont s'enrouler autour des dépressions. Un anticyclone, ça ne va pas générer de front. C'est vraiment autour des dépressions que l'on a à la fois des fronts chauds et des fronts froids. C'est pour ça que le front qu'on appelle chaud, c'est pas du tout un signe de beau temps. On va le voir juste après. Effectivement, ça nous donne une idée du sens de déplacement. Donc celui qui est sur les Pyrénées, il va se déplacer suivant cette rotation-là. Donc on va dire sur les Pyrénées de gauche à droite. Alors que celui-ci, il va s'enrouler autour de cette dépression-là, suivant donc une rotation anti-horaire autour de ma souris. Et donc il va se déplacer plutôt du nord au sud, au-dessus de la Corse, quoi. Et donc effectivement, il y aura confrontation des masses d'air dans la zone ici, puisqu'ici on a une masse d'air qui va d'ouest en est, et ici plutôt opposé. Donc ça, là, je te rejoins, il y aura une confrontation de masses d'air et probablement des orages, etc. Mais, euh, mais la position des cercles par rapport aux traits, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ça nous donne l'information sur le sens de déplacement. Et le dernier point pour compléter, on voit ici une ligne qui est presque en pointillé, c'est-à-dire que c'est un front qui est en fin de vie, en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de se désagréger, tout simplement, qu'il soit froid ou chaud. S'il passe en pointillé, ça veut dire qu'il se désagrège. On est OK pour ça? Allez, du coup, on en profite pour avancer. Une dernière vision que j'ai trouvée intéressante pour visualiser en 3D un petit peu les hautes et les basses pressions, les anticyclones et les dépressions. Donc, quand on dit haute pression, il faut comprendre en fait que c'est de l'air qui aura tendance à descendre, donc à perdre de l'altitude et donc à augmenter la masse, comme si vous ouvrez un robinet, on va dire, ça coule, donc ça fait une force supplémentaire sur la table ou sur la surface d'appui. À l'inverse, la basse pression, c'est de l'air qui est élevé en altitude ou qui est aspiré, on le voit comme on veut, mais donc ça crée un manque ici. Et c'est pour ça que on a une pression qui est plus faible. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que l'air qui va enfin, être en surplus dans les zones de haute pression, il va avoir tendance à s'orienter vers les basses pressions. Donc on a un air qui se déplace des hautes pressions vers les basses pressions. Dû aux forces de Coriolis et la rotation de la Terre, c'est pas des lignes droites, mais c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire il y a un enroulement soit horaire, soit anti-horaire, mais néanmoins on a un déplacement d'air qui sera des hautes vers les basses pressions et un cycle qui va être à peu près comme ça si on regarde la 3D. Définition des fronts. Donc un front, c'est une surface de discontinuité, zone de transition, où s'affrontent deux masses d'air aux propriétés différentes. Comme je l'ai dit au tout début de la présentation, deux masses d'air, elles vont avoir tendance, même s'il n'y a pas de barrière visuelle, elles vont avoir horreur de se mélanger, donc elles vont plutôt s'affronter. Comme des ballons de baudruche, en fait, qu'on mettrait en choc entre eux, mais ils vont pas se mélanger. On va distinguer les différents types de fronts. Les fronts chauds, donc représentés comme on l'a vu, les fronts froids et les fronts occlus. Donc sur cette carte, donc ça c'est un autre jour, on voit qu'il y a beaucoup plus d'anticyclones que tout à l'heure, donc c'est peut-être pris à une autre saison. Bon, là, décembre, une belle, une belle carte. Si on zoome maintenant sur les fronts chauds. Donc les fronts chauds, on le voit sur cette image,
C'est la limite entre deux masses d'air avec un air chaud qui remplace un air froid. Donc on a un sens de déplacement sur notre schéma qui est indiqué ici, bon ça c'est arbitraire, hein. Et donc on a un air chaud qui vient pousser un air froid. L'air chaud ayant une plus faible densité que l'air froid, il va être forcé de s'élever au-dessus de l'air froid. C'est-à-dire que l'air qui se déplace de gauche à droite ici, on voit qu'il va avoir tendance à monter suivant les flèches rouges et donc à prendre de l'altitude. Le passage entre les deux masses d'air s'effectue sur une longue distance. Voilà, ce qui est vraiment important de voir, c'est que entre la base ici du front et l'avant du front, on a une distance qui est très grande, supérieure à 500 km. Ça veut dire qu'en fait, à Paris, quand on voit les premiers nuages arriver de l'ouest, admettons, à Brest, ils ont ces précipitations-là. Mais déjà à Paris, on voit les premiers cirrus qui arrivent. L'approche est marquée par un envahissement de nuages élevés de type cirrus, donc ceci d'abord, dont l'épaisseur augmente graduellement et se transforme en altostratus. Voilà. C'est-à-dire que comme le front va se déplacer ici de gauche à droite, si mon point est fixe à ce niveau-là, on va d'abord avoir des cirrus au-dessus de nous, puis peu après des altocumulus, des altostratus et un nimbostratus qui va générer énormément de précipitations dans cette zone-là. Donc le nuage devient de type nimbostratus et donne des précipitations continues. Donc forte précipitation dans cette zone. Donc les caractéristiques à retenir, entre guillemets, c'est nuage de type stratiforme, plus fine et continue, avec un temps de passage qui varie entre 18 et 36 heures, donc un temps relativement long, surtout quand on va le comparer au front froid, et c'est notamment dû au fait qu'il soit étalé sur de nombreux kilomètres. Donc le schéma à retenir est pour bien visualiser, un front chaud, ça prend, on va dire, un tremplin au-dessus du front froid. Et donc c'est cette élévation-là qui fait que notre air prend de l'altitude et génère les nuages qu'on vient de voir. Vraiment, ce schéma, il est parlant, je trouve. Les indices météo associés. On va avoir une diminution de la vie. Vas-y, tu peux. Oui, la base. Effectivement. Donc ici la ligne qui dessine sur nos cartes la position du front, effectivement entre la base du front et l'avant du front, on peut avoir des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Et dans cet exemple, on le matérialise donc à la base du front, et tout simplement parce que c'est la zone où on aura le plus de précipitations. Et pour, on va dire, le commun des mortels, de savoir qu'on a des cirrus au-dessus de la tête, c'est pas ça qui va les inquiéter. Par contre, à quel jour va arriver la pluie, ça va les intéresser. Mais c'est une très bonne remarque et c'est une bonne analyse. Diminution donc de la visibilité, c'est un signe qui marque l'arrivée d'un front chaud. La vitesse du vent va augmenter et la pression va diminuer rapidement. Dans le cas d'un front chaud très instable, on va avoir la présence supplémentaire d'un cumulonimbus, qui n'était pas là sur le schéma précédent. C'est juste à savoir qu'un front chaud très instable, ça va quand même générer un nuage qui n'est pas uniquement du stratus. Après le front, on aura des conditions typiques d'une masse d'air chaude, avec des stratus bas et une mauvaise visibilité, avec une bruine faible ou modérée. Donc c'est vraiment un temps typique automne-hiver, où la journée après le front froid, elle est très très moisie, et on va plutôt aux champignons. Maintenant, on va analyser le front froid. Le front froid, c'est la limite entre deux masses d'air, avec un air froid qui s'engage sous une masse d'air chaud en la repoussant. Il faut vraiment avoir l'image en tête du rabot à bois. Donc, un air froid donc, avec un sens de déplacement qui est toujours de gauche à droite sur ce schéma. Et l'air froid vient pousser l'air chaud, et l'air chaud va donc être comme un copeau de bois poussé vers le haut.
L'air froid, il faut vraiment se rendre compte qu'il va être plus dense du fait qu'il soit plus froid et donc il aura tendance à être plus lourd et collé au sol. Il va avoir une pente raide entre 15 et 50 km entre vraiment l'avant et l'arrière du front. C'est vraiment un ordre de grandeur totalement différent puisqu'on est sur un rapport de 10, quoi. Les caractéristiques de ce front, c'est qu'on a surtout des nuages cumuliformes. On le voit ici avec des stratocumulus, avec des altocumulus, des altostratus et des cirrostratus à l'arrière. Mais c'est vraiment dans la zone avant du front, on aura vraiment des altocumulus. Dans le front, donc à l'arrière du front, on aura des nuages de type cumulus. Donc, quelque chose de caractéristique, c'est les grosses averses avec des grosses gouttes et des orages de grêle possibles donc dans la zone avant du front. Le temps de passage, il peut être de 10 minutes à 1 heure. Enfin, ça peut être plus long, mais le temps moyen, on va dire, c'est donc des passages très rapides. Ça s'explique par la longueur du front qui est plus courte. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un front froid qui passerait le matin, ça ne nous empêche pas toujours de voler quelques heures après. Pourquoi pas l'après-midi? Ce qui est plus délicat avec un front chaud. Donc le schéma ici, donc on regarde bien le sens de déplacement. On a effectivement donc le marqueur du front qui sera une nouvelle fois à la base où le front touche encore le sol, enfin à l'avant maximum du front. Et donc on voit que ça va soulever l'air chaud qui est moins dense. Les indices météo associés. Ce sera de fortes précipitations peu avant et pendant le passage du front. C'est-à-dire qu'effectivement, là, les précipitations, elles vont pas être 500 km avant le passage du front. Ça va commencer vraiment on-off. Quand on voit les nuages arriver, ça tombe d'un coup sur nous. La pression va baisser également fortement. Le vent va changer de direction et normalement, il va augmenter et devenir rafaleux. Donc on comprend de suite que le passage du front froid qui arrive, on va dire, plus vite et qui est plus difficile à anticiper qu'un front chaud, il va avoir des conséquences vraiment pénalisantes pour notre pratique. De la même manière, pour un front froid, s'il est très instable, on va avoir à l'avant du front un cumulonimbus, donc qui va générer des orages. Après le passage du front, on aura une amélioration du temps net, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ciel qui est très nettoyé, très bleu, très vite après le passage du front. Le ciel va se dégager, donc le vent va tourner, et ce sera, pourquoi pas, exploitable pour le parapente. Donc ça, c'est un schéma pour récapituler un peu ce qu'on vient de se dire. Et le schéma principalement, donc on a un point d'enroulement des fronts qui est le centre de la dépression généralement. Ici, donc c'est autour d'une dépression, donc on tourne dans un sens anti-horaire. Et donc on va avoir un front chaud qui va avancer suivant une direction et un front froid à l'arrière qui va le poursuivre. Ça, c'est le schéma classique. Et généralement, le front froid va plus vite que le front chaud. Donc il va se déplacer plus vite et rattraper le front chaud. Donc le front froid rattrapant le front chaud, il y a une zone où ils vont se toucher. Ce sera un front occlus, donc qui est représenté de cette manière. Un front occlus, donc c'est le moment où le front froid, plus rapide, a rejoint le front chaud. On le voit ici, l'enroulement autour de cette dépression. Donc sur toute cette longueur-là, le front a rattrapé le front chaud, mais ici, donc, on a toujours une différenciation entre les deux fronts. Et donc, si on regarde la carte du lendemain, certainement que ces deux fronts-là se seront rejoints en un front occlus également. Lorsque le front froid atteint le front chaud, l'air chaud devient de plus en plus pincé entre les deux fronts, et il va être soulevé en altitude, et donc le système deviendra occlus. On va voir qu'il peut y avoir deux types de fronts occlus. On a des occlusions qui peuvent être de type froide. C'est quand la partie frontale de l'air froid est plus froide et plus dense que la masse d'air frais en avant du front chaud. Donc si on met ça en image, c'est qu'on a de l'air frais qui était là avant le front chaud,
Et le front froid, quand il rattrape l'ensemble, si cet air à gauche est plus froid que l'air à droite, eh bien, il va passer dessous. C'est-à-dire qu'il va lever également l'air frais. À l'inverse, sur une occlusion chaude, on va avoir un air à l'arrière qui est plus frais que l'air qui était à l'avant de tous les fronts, et donc il va lui monter dessus. Finalement, c'est toujours l'air le plus froid qui, qui prend entre guillemets le dessus et qui reste collé au sol, qui est le plus dense et le plus lourd. Bon, là, c'est pas vraiment une question qu'on vous posera normalement, mais il faut savoir que les deux principes existent et dans l'ensemble, c'est les mêmes nuages qui sont mis en évidence, avec les nuages de type stratus dus au front chaud et à l'avant du front froid, quelque chose de type cumuliforme. Donc, pendant la poursuite, un récapitulatif donc des fronts et des nuages associés. Donc, on a toujours un déplacement de gauche à droite sur ces schémas-là. Donc, un front chaud avec une grande distance, un front froid avec une distance bien inférieure. Les nuages de type plutôt stratus, qui annonciateur du front chaud, et les nuages de type cumuliforme qui accompagnent le front froid. On est OK là-dessus? Oui, ouais. Effectivement, là, ce qui est significatif, c'est que la direction du vent va changer lors d'un passage d'un front froid, notamment. Mais après, ça peut être une variation de 90 degrés, de 180 degrés, etc. Ça dépend vraiment de pas mal de paramètres, de la topographie du terrain, etc. Mais c'est un bon exemple qui justifie, bon, on va dire que ce que je dis est vérifié dans l'exemple que tu donnes. Si le passage du front va entraîner une variation tant en direction qu'en force. Euh, donc c'est un signe significatif du passage du front. Donc, ce qui va nous être intéressant pour nous, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu, quel est l'impact sur le vol en parapente. Donc l'approche du front chaud, c'est une arrivée de cirrus donc en très haute altitude et de cirrostratus qui vont gêner le passage du soleil. Donc les conditions elles vont être de plus en plus difficiles à voler, donc des thermiques de plus en plus faibles, jusqu'à ne plus avoir du tout de thermique parce que il y aura totalement de l'ombre quand les stratus auront pris le dessus. Ces conditions sont également celles qui se produisent au passage d'un front froid quand l'air chaud qui le précède est stable. Le secteur chaud est rarement favorable, avec une instabilité souvent faible et des visibilités médiocres. Donc une fois que le front chaud est passé, à l'arrière du front, on a vraiment voilà, un temps hivernal, moite, humide, du brouillard, mais c'est pas un temps qui est génial pour le parapente. Le passage du front froid, lorsque l'air chaud est instable, est matérialisé donc par une ligne quasi ininterrompue de cumulonimbus, à l'avant desquels s'organisent de puissantes ascendances. Donc contrairement au front chaud que l'on voit arriver très progressivement à des kilomètres à l'avance, entre guillemets, donc on a le temps de faire un vol et d'aller atterrir, le passage du front froid qui va se déplacer plus vite et qui va générer de puissantes ascendances, on va dire qu'on va s'en méfier beaucoup plus en parapente. C'est-à-dire que on a un nuage qui peut être un tout petit cumulus très sympa à 40 km devant nous, ça peut devenir un gros nuage qui pompe fort sur notre tête en quelques minutes ou quelques heures. Par contre, après le passage du front froid, on a un ciel de traîne. Donc c'est un air froid derrière le front froid, donc il fait partie du front froid. Et l'instabilité, elle va développer des nuages de type cumulus et les conditions peuvent devenir excellentes pour le vol. C'est-à-dire qu'en plaine, les plus grandes distances que l'on parcourt, elles se font dans des ciels de traîne. Donc ça se comprend puisque l'air est frais, donc les thermiques
ont tendance à s'élever facilement dans cet air-là. On va le voir dans la suite, puisqu'on va parler d'instabilité. Enfin, si l'air froid est trop épais, plusieurs kilomètres, il se produira des averses. Et s'il est trop humide, la nébulosité sera gênante, puisque les cumulus ils vont en fait se toucher les uns les autres, et ça nous donnera des couches de cumulus, donc des stratocumulus. Et donc ça va gêner l'ensoleillement et la génération de thermique. Entre deux passages de perturbation, on a un intervalle de temps qui est plus ou moins long. C'est une zone peu nuageuse où les conditions pour le vol peuvent être très bonnes ou bonnes. Alors maintenant, voilà, après avoir décrit tout ce qui était des fronts, on a vu pas mal ce qu'étaient les différents types de nuages et quand est-ce qu'on allait les rencontrer. On va changer un petit peu de domaine et se rapprocher un petit peu de caractéristiques un peu plus spécifiques de la masse d'air. On va parler de stabilité et d'instabilité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder cette vidéo que j'ai fait passer cette semaine. Elle est très intéressante pour vous donner déjà de très bonnes bases pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense qu'on va voir le même contenu, expliqué légèrement différemment, mais si vous avez déjà regardé la vidéo, vous allez comprendre beaucoup mieux. Donc stabilité et instabilité. La température de l'atmosphère décroît naturellement avec l'altitude. Donc ça, c'est la première slide qu'on a vue dans la présentation d'aujourd'hui. Donc sur ce schéma, on a la température et l'altitude. Et donc la température diminue lorsqu'on s'élève. Par contre, ça nous arrive de rencontrer des phénomènes d'inversion. Une inversion, c'est quoi? C'est quand ponctuellement, l'air est réchauffé, enfin, ponctuel réchauffement de la température de l'air avec l'augmentation de l'altitude. C'est-à-dire que l'air au-dessus, au lieu d'être plus frais, il va être plus chaud. Ça arrive dans certains phénomènes météo. Et donc la courbe de décroissance de la température, en fait, elle s'inverse. C'est pour ça qu'on dit inversion. Et l'air, il va se réchauffer alors qu'on prend de l'altitude. C'est cette zone ici. Donc une décroissance, au lieu d'une décroissance normale, on passe à une croissance de la température. L'isothermie, c'est ce qu'on voit dans la zone ici, c'est quand la température est identique malgré l'augmentation d'altitude. À noter, donc, c'est que les inversions, elles vont bloquer les ascendances à une altitude donnée. Pour que les ascendances puissent franchir les couches d'inversion, il leur faut atteindre des températures plus élevées. Donc l'inversion, c'est un terme que vous entendrez beaucoup en parapente, parce qu'on a une couche d'inversion qui est présente ou non suivant les journées, qui est présente à une altitude donnée à une certaine journée, qui a une épaisseur donnée, et qui va évoluer aussi au cours de la journée. Une inversion qui est présente le matin à 8 heures ne sera pas forcément présente à 16 heures. Et ça va générer également des turbulences, parce que les ascendances qui vont se développer dans un air instable, donc en dessous de l'inversion, ils vont arriver à l'inversion et donc stopper leur ascendance. Et donc ça va faire un bouillonnement turbulent, et donc ça peut être parfois turbulent. Voilà. Donc inversion et isothermie sont des caractéristiques de la stabilité d'une tranche d'altitude. On va définir par la suite ce que c'est que la stabilité. Donc l'inversion, on le voit sur cette photo et visuellement en vol, quand vous êtes sur un décollage, vous verrez que c'est comme ça que ça se matérialise. On a une barre horizontale, donc à une altitude donnée. On ne voit pas exactement la tranche d'épaisseur, mais on voit bien qu'ici, on a une inversion. Donc on pourra avoir des ascendances qui se développent très bien du sol jusqu'à cette altitude, mais pour passer au-dessus, ça va être très compliqué tant qu'elle va être marquée. Elle va avoir tendance à s'estomper en fait au cours de la journée. Ça s'explique par le fait que en fait, les ascendances, les unes après les autres, ça va être comme des coups de perceuse, on va dire, dans l'inversion. Et donc au fil de la journée, il y aura de plus en plus de trous dans le gruyère jusqu'à ce que elle soit tellement fine que l'inversion pète, tout simplement, et qu'on puisse la franchir. Ici, elle est matérialisée comme ça. Maintenant, définissons ce que c'est qu'un air stable et un air instable. Bon, si vous avez vu la vidéo, c'est très simple pour vous. Mais un air stable, c'est un air qui va se refroidir de moins de 1 degré par 100 mètres.
C'est-à-dire que à 100 mètres d'altitude, si notre air ambiant est à 19 degrés, on voit ici qu'il va, dans cet exemple, il perd que 0,5 degrés par 100 mètres. C'est-à-dire que, ben, au lieu d'avoir perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrés pour prendre ces 600 mètres, eh ben, on n'a perdu que 3 degrés, tout simplement. Donc ça, c'est les conditions qu'on dit stables. Des conditions indifférentes ou voilà, instabilité conditionnelle, on perd pile 1 degré par 100 mètres, donc 19, 18, 17, etc. Dans des conditions instables, on va décroître de plus de 1 degré par 100 mètres. C'est-à-dire que ben là, on passe de 100 mètres à 700 mètres. Au lieu d'avoir perdu 6 degrés, on a perdu 9 degrés. Donc plus que 1 degré par 100 mètres. Donc ça, c'est les 3 situations de base. Et pour comprendre l'instabilité, on va placer une bulle d'air qui est plus chaude. On la place à 20 degrés à cette altitude. Comme elle est plus chaude, elle va s'élever et donc en s'élevant, elle va se refroidir. Donc à cette altitude-là, elle aura pris 100 mètres, c'est de l'air sec. On va prendre cette hypothèse et donc on va avoir perdu 1 degré, on sera à 19 degrés. À 19 degrés, on est toujours plus froid que l'air ambiant qui est à 18,5. Donc on va encore monter. Et arrivé à 300 mètres, on va avoir perdu 1 degré supplémentaire. Donc on est à 18 degrés, mais on va être dans un air à 18 degrés, donc notre ascendance va s'arrêter là. Donc dans un air stable, une ascendance elle va se développer d'une part doucement et donc pas très loin, pas très haut. Si on applique ce même schéma à une instabilité conditionnelle, on va perdre 1 degré par 100 mètres. Et donc là, notre bulle à 20 degrés, elle est plus chaude que l'air à 19. Elle monte de 100 mètres, elle perd 1 degré. Mais comme l'air environnant a perdu également 1 degré, donc notre thermique va pouvoir s'élever tranquillement jusqu'à une certaine limite. Dans un air instable, si on applique le même schéma, ce qu'on va voir, c'est que la différence thermique entre notre bulle d'air et l'air environnant, elle va s'accroître. Ici, on a 1 degré d'écart. Ici, on a 3 degrés d'écart. Donc notre bulle, non seulement elle va s'élever facilement, mais en plus, elle va s'élever de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment des conditions favorables jusqu'à une certaine limite. Stabilité et instabilité. Donc la nature stable ou instable d'une masse d'air est attachée à la décroissance de la température de l'atmosphère avec l'altitude. Donc ça, c'est ce qu'on vient de se dire. Instable, donc c'est si la décroissance de la température avec l'altitude, elle est supérieure à la déperdition en chaleur d'un volume d'air ascendant. Donc en fait supérieure à 1 degré par 100 mètres, pour faire simple. Donc dans ce cas-là, on dit que l'air est instable. La température dans l'ascendance thermique restera toujours supérieure à l'air environnant et à l'altitude qu'elle aura atteinte, son ascension va continuer. Après le passage d'une perturbation, donc dans le ciel de traîne, on comprend qu'on aura un air frais, instable, et donc ce sera plus propice au phénomène de développement de thermique, mais aussi de convection. Donc, à l'inverse, un air stable, c'est si la décroissance de la température est inférieure à 1 degré par 100 mètres. Dans ce cas-là, on est dans un air qu'on dit stable. L'ascendance va finir par atteindre une altitude où la température se trouve égale à l'air environnant et son ascension sera stoppée. Donc ça, c'est en mots ce que je viens de montrer par le schéma précédent. Donc le phénomène d'inversion ou d'isothermie, forcément, ça va bloquer l'ascension de notre ascendance. Donc ça va être considéré comme des phénomènes qui stabilisent la masse d'air. Est-ce que pour instabilité, stabilité, on est clair avec ça? Clairement, oui. Clairement, une journée avec une instabilité conditionnelle, donc le cas du milieu, on va avoir peut-être du 1 mètre par seconde au vario. Un jour instable, tu auras peut-être du 3 mètres. Et plus tu montes, plus tu auras du 4 mètres, puis du 5 mètres, puis du 6 mètres. Donc bon, là je te donne des valeurs qui sont indicatives, mais effectivement, si tu veux, ta bulle d'air chaud, donc ton thermique, il va monter dans l'air frais, mais plus l'écart de température va être grand, plus
ben, elle va avoir tendance à s'élever et donc à s'élever vite et haut. Alors oui, il y a un impact, il y a un lien entre les fronts et la stabilité et l'instabilité. Typiquement, le passage d'un front froid, donc derrière le front, on a de l'air qui, on l'a vu, qui est frais. Et donc au printemps, admettons au mois de mai, si on a un front froid qui passe, qui laisse ben, donc de l'air frais, le soleil qui chauffe très fort va générer du thermique, et donc ce thermique il va mieux s'élever dans un air frais que dans un air caniculaire, entre guillemets, du mois d'août, où il fait déjà 30 degrés au sol. Donc pour qu'un thermique s'élève dans un air à 30 degrés, c'est plus compliqué que dans un air à 15 degrés. Donc le passage des fronts va générer potentiellement des airs qui sont plutôt stables ou plutôt instables. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ben, après, froid et soleil. Enfin, parce que enfin, le thermique sera généré par le soleil. Donc, euh, on aura plus facilement de l'instabilité dans de l'air froid, mais on peut avoir de l'instabilité dans de l'air chaud. Tout dépend ce qu'on appelle, enfin, froid et chaud, c'est toutes les questions de référentiel, quoi. Mais effectivement, l'air qui est à l'arrière du front froid sera dit plutôt instable, et alors qu'à l'arrière du front chaud, il sera plutôt dit stable. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler des axes et des informations qu'on peut tirer de l'hémagramme. Donc l'hémagramme, c'est une représentation graphique XY des caractéristiques de l'atmosphère en un endroit et en un instant donné. Bon, alors c'est un peu barbare. Vous allez voir que ben, le schéma à première vue, il est très complexe. On va essayer de le décortiquer au maximum pour l'aborder étape par étape. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un hémagramme, c'est valable à un instant donné. Par exemple, à Toulouse, tel jour, à telle heure, on a un hémagramme. Il est construit par des météorologues. Il est construit donc par des ballons sondes qui sont envoyés ben, depuis le sol jusqu'à très haute altitude pour prendre des points de mesure. Et donc, à partir de certains relevés, ça nous permet aussi de prédire les hémagrammes des jours à venir. Donc, de la lecture d'un hémagramme, on va pouvoir décortiquer pas mal d'informations et en déduire notamment le potentiel pour voler en parapente pour la journée donnée. Donc, pour lire un hémagramme, on a plusieurs informations. On va avoir les altitudes qui sont représentées par des lignes pointillées presque horizontales ici. Donc avec une correspondance entre altitude sur la gauche et pression atmosphérique sur la droite. On va avoir deux courbes, une courbe rouge et une courbe bleue. La courbe rouge, c'est la courbe de température de l'air en fonction de la pression atmosphérique. Donc ce jour-là, à telle altitude, l'air il aura telle température. Et ça évolue avec l'altitude. La courbe bleue, c'est la courbe de température de condensation de l'air en fonction de la pression atmosphérique. Donc c'est si ce jour-là, on prend une masse d'air, une cellule d'air saturée en humidité, elle aura donc un point de condensation qui sera sur cette ligne. On va expliquer tout ça dans la suite. Et sur la droite ici, on a la direction du vent, direction et force du vent, suivant un schéma, enfin une légende que je vais vous montrer plus loin. Ici, on présente la température. Bon, tout ça, je reviens un par un dans la suite, c'est pour ça que je vais assez vite. Mais ça, c'est un exemple d'hémagramme tiré de Météo Blue. Donc, les axes d'altitude. Comme je le disais, c'est ces lignes-là que je fais apparaître, les unes après les autres. Et donc, c'est très simple. La première, c'est 0, et ensuite, c'est 1000, 2000, 3000. Et dans tous les cas, on ne va pas regarder ce qui se passe au-dessus de 4000, puisque bon, ça nous concerne rarement en parapente.
Ici, incliné, on a les températures. Donc avec le 0 qui est ici, et donc c'est toutes ces lignes en diagonale. Pourquoi elles sont en diagonale? En fait, c'est l'orientation des droites a été identifiée pour que le schéma il puisse rester dans la feuille. Sinon, il aurait fallu pencher la tête et avoir 5 écrans. Ici, on a donc l'indication du vent avec force et direction, puisque donc la direction, en fait, ici c'est comme une manche à air, donc un poteau, et donc ici on a du sud-ouest et de l'ouest. Et pour la force, on voit qu'il y a des petites queues à notre flèche. Et donc une petite queue, c'est ben, de 1 à 5 km/h. Une queue un peu plus grande, c'est entre 6 et 11 km/h, etc. Donc plus on a de barres sur notre flèche, moins on va voler, tout simplement. Rappel des axes référence de l'hémagramme. Donc ici, on a les adiabatiques sèches. Donc ça, c'est avant d'avoir notre courbe d'état, on a des éléments qui sont figés sur notre schéma, c'est-à-dire le schéma blanc, il sera comme ça, quoi. On a des adiabatiques sèches qui sont en fait l'évolution de la température d'un air sec si on prend de l'altitude. Donc si on est à 0 mètre, une molécule d'air qui monte à 1000 mètres, elle va suivre cette courbe et avoir cette variation de température. Ici en bleu, on aura les adiabatiques saturés, c'est-à-dire les variations d'un air saturé en humidité. Et on voit que ça suit une autre courbe, tout simplement parce que l'air sec, il perd 1 degré par 100 mètres, et l'air saturé, il perd 0,6 degrés par 100 mètres. Ces courbes-là, c'est le rapport de mélange, qui est ici en pointillé, suivant cette direction-là. Il sert à déterminer sur l'hémagramme, connaissant la température et le point de rosée initial, ça nous donnera l'altitude à laquelle va se produire le début de la condensation, donc la création de nuages. On va le voir dans la suite. Donc voilà, tout ça, c'est jusqu'à maintenant, on a juste posé les bases de l'hémagramme. Maintenant, on va voir comment on peut en déduire des informations. Donc la première chose à faire, et la plus simple, c'est de déduire la température à une altitude donnée. Donc ici, on a la température au sol. Donc, si le sol est à 1000 mètres, c'est-à-dire qu'on est à l'atterrissage de Val-Louron, par exemple. Donc, à l'atterrissage de Val-Louron, on va voir ici qu'on est entre la courbe des 10 degrés et la courbe des 20 degrés. Et si on se rapporte ici, on est à 14 degrés à l'atterrissage. Si maintenant on vole et on monte à 3000 mètres, ce jour-là, à cet endroit-là, etc., à 3000 mètres, donc on regarde en traçant notre ligne bleue ici, donc parce qu'on a dit qu'on voulait voir à 3000 mètres, on voit qu'on coupe notre ligne rouge à ce niveau-là, et donc il fera moins 3 degrés à 3000 mètres ce jour-là. Donc on observe un gradient de température de 17 degrés en 2000 mètres, donc de 8,5 degrés sur 1000 mètres. Donc ça, c'est une évolution inférieure à 1 degré par 100 mètres. Donc c'est pas une journée particulièrement instable. C'est plutôt une journée stable. Modéliser le thermique. Donc pour modéliser le thermique, ce qu'il faut savoir, donc c'est la courbe rouge, c'est l'air à l'état basique. Nous, pour que notre thermique s'élève dans la masse d'air, il faut qu'il soit plus chaud que l'air environnant. Et la valeur de base que l'on se donne, c'est qu'une bulle d'air, pour qu'elle se décroche du sol, il faut qu'elle soit plus chaude de 3 degrés à peu près par rapport à l'air environnant. Donc notre thermique, si on a 14 degrés au sol, il faudra qu'il prenne 3 degrés, donc que sa base soit à 17 degrés. Donc c'est pour ça qu'on part de 17 degrés au niveau du sol, ici, ce sera le point de départ de notre thermique, s'il part de l'atterrissage. Donc, point de départ du thermique. La particule d'air va perdre en s'élevant environ 1 degré par 100 mètres, puisqu'on est sur un air sec. Donc, elle suit la diabatique sèche, donc la courbe qui sont dessinées en vert ici. Et donc, on va suivre la flèche verte jusqu'à arriver à couper
notre courbe d'état rouge. Donc on croise la courbe d'état à 3000 mètres dans notre exemple. C'est là que notre ascendance s'arrêtera, tout simplement parce que notre bulle d'air, elle s'est élevée, elle a perdu 1 degré par 100 mètres, et à ce croisement, la température de la bulle d'air atteint la même température que l'air environnant, tout simplement. Donc, elle arrête de s'élever. Et ce sera le plafond du jour, enfin, à cet instant T. Mais pas exactement, parce que la particule, elle peut générer un nuage avant. Et en fait, pour identifier si on va générer un nuage, donc si on va condenser, on a une autre information à regarder sur notre hémagramme. C'est que la particule qui part du sol avec une certaine quantité d'humidité, exprimée ici par la température du point de rosée. Donc, notre molécule d'air à l'altitude de l'atterrissage, la courbe bleue de notre hémagramme, elle va nous dire que notre point de départ va être ici. Et on va suivre le rapport de mélange. Donc la courbe ici qui sont en pointillé ici, ISO R. Et donc c'est le rapport de mélange. On va suivre cette courbe. Donc c'est la température à laquelle il faudrait amener la particule pour qu'elle condense à pression constante. Le thermique part du sol à une température de point de rosée de 5 degrés dans notre exemple. Tac. On trace la parallèle à la courbe ISO-R rapport de mélange. Donc c'est la flèche que je viens de rajouter ici. Et donc on va s'apercevoir que lorsqu'elle croise la courbe de montée de la particule d'air, on va condenser donc le point ici, où on vient croiser notre thermique qui s'est levé. Donc ici, ça va générer un nuage. Donc la base de notre nuage sera ici à 2500 mètres. Donc malgré le fait qu'on ait vu tout à l'heure que la température de la bulle d'air sera égale à la température ambiante à 3000, mais avant ça, on va générer un nuage. Donc potentiellement, le thermique va monter jusqu'à 3000, mais vous serez dans le nuage au moins les 500 derniers mètres. Maintenant, ce qu'il faut identifier, c'est la hauteur du nuage. Ce qu'on appelle hauteur, c'est l'épaisseur du nuage. Donc là, on a vu qu'on pouvait identifier la base du nuage, donc 2500 mètres. Ce qui est important en parapente, c'est d'identifier l'épaisseur du nuage, parce qu'un nuage qui est fin, un joli cumulus, ça a une épaisseur, on va dire, de 100-200 mètres. C'est des nuages qui sont amis. En revanche, un cumulonimbus, qui a une épaisseur de plusieurs centaines et plusieurs milliers de mètres, c'est là qu'on va avoir du danger. Donc, ça nous permet d'identifier les risques potentiels d'orage. Donc, une fois que la particule d'air a condensé, elle va continuer à monter, mais elle ne perdra plus que 0,6 degrés par 100 mètres. Ça, on le comprend qu'une fois qu'on est en nuage, on est sur un air saturé en humidité. Donc, comme on l'a vu au début, un air saturé en humidité, quand il prend de l'altitude, il ne va pas perdre 1 degré par 100 mètres, mais il va perdre 0,6 degrés par 100 mètres. Et donc, on va suivre ces courbes ici. Et donc, c'est ce qu'on fait avec cette flèche verte qui a donc un angle. Donc, à partir de ce point, la particule va suivre la pseudo-adiabatique. Et on va recroiser la courbe d'état ici. Donc, le sommet de notre nuage, finalement, il va être, dans notre exemple, à 3500 mètres. C'est-à-dire qu'à ce point-là, la molécule d'air, elle va avoir la même température que l'air environnant. Et donc, ça va stopper notre ascendance et ça va être le sommet de notre nuage. Donc, au bilan, une instabilité qui va être bien marquée, un plaf à 2500 mètres, donc la base du nuage à 2500 mètres, des cumulus bien joufflus mais bloqués à 3500 mètres en épaisseur, donc pas de gros risque de dégénérer en congestus et en orage. Donc ça va un peu vite, mais je vous laisserai le reprendre et avec des exemples, et on va dire que c'est un coup à prendre, mais ça vient assez bien. Donc ici, courbe de température de l'air, donc en rouge. Si on zoome sur la partie qui nous concerne, donc entre le sol, 1000 mètres, 2000 mètres et 3000 mètres, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ici, on a un sol à 450 mètres. Alors, je sais pas, là c'est l'altitude de Saint-Gaudens, on va dire, ou de l'atterrissage d'Arbas.
Donc à 450 mètres, l'air est à 22 degrés. À 1250 mètres, l'air est à 14 degrés. À 2000 mètres à 11 degrés et à 2500 mètres à 10 degrés. Tout ça, on le voit sur cette courbe. C'est-à-dire que ici, c'est le point que j'ai donné. C'est 2500 mètres, c'est-à-dire qu'on est entre le 2000 et le 3000. Donc là, si je fais une ligne horizontale, on va dire qu'on est à 2500 mètres. Et on est sur le T égale 10, donc T est 10 degrés. Donc ça, c'est un mécanisme qui viendra. Voilà. Donc ça, c'est nos points d'identification de la masse d'air ce jour-là. Donc ici, en 500 mètres, on a pris 1 degré. Ici, on a pris 750 mètres et on a perdu 3 degrés. Et ici, on a pris 800 mètres et on a perdu 8 degrés. Donc, si on fait la division, ici, on a perdu 0,2 degrés par 100 mètres. Ici, 0,4 degrés par 100 mètres. Et ici, on a perdu 1 degré par 100 mètres. Donc ici, on va voir que on a des conditions ultra stables, puisque l'air, en fait, il se refroidit très très peu. On est presque sur un isotherme, hein. Quand on prend de l'altitude, on, a une température qui diminue très doucement. Donc notre ascendance va avoir beaucoup de mal à se développer et à monter. Ici, on a un air qui est stable, puisque on perd que 0,4 degrés par 100 mètres. Et ici, alors bon, instable, c'est un peu exagéré, il faudrait que ce soit légèrement supérieur à 1 pour que ce soit réellement instable. Mais on va dire que ce jour-là, c'est vraiment intéressant de voler entre 450 et 1250 mètres. On le voit ici de façon la courbe qui change de direction. On se doute que les thermiques vont avoir beaucoup de mal à s'exprimer au-delà de 1250 mètres. Si on prend un volume d'air quelconque et on le force à monter ou à descendre, effectivement, on va voir qu'un air sec, il évolue le long de ces adiabatiques sèches, sans échange de chaleur avec l'air environnant. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est, imaginons notre air, c'est un ballon de baudruche, donc il ne va pas vouloir se mélanger avec l'air environnant. Et ici, on prend l'hypothèse que c'est sec, donc absence de condensation. Sa température évolue donc en suivant les pentes des adiabatiques sèches. Donc c'est sans doute une slide que j'aurais dû mettre plus tôt dans la présentation. Donc plus ou moins 1 degré tous les 100 mètres. Donc ici c'est la même analyse que ce qu'on vient de voir, mais détaillée différemment. Donc le volume d'air réchauffé au soleil ici pour notre thermique. Donc si au sol on a 21 degrés, notre thermique il va démarrer à 24 degrés. Donc 3 degrés de plus. L'air plus chaud va être moins dense que l'air environnant et va monter. En montant, on va se refroidir en suivant l'adiabatique, ce qu'on vient de voir. Il est toujours plus chaud que l'air environnant, puisqu'on est à droite de la courbe rouge. Et donc il va continuer de monter en suivant cette adiabatique sèche. Arrivé ici, il est à la même température que l'air environnant, et il va donc s'arrêter de monter. Clairement, j'aurais dû mettre ces slides un peu plus tôt. Donc ça, normalement, c'est assez clair. Instabilité en fonction de la pente de la courbe de température. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient d'analyser. Donc plus la courbe sur un diagramme elle est penchée vers la gauche, plus on dit qu'on est instable. Donc elle va être aussi inclinée que cette courbe-là, voire plus. En revanche, si on se redresse, voire qu'on repart vers la droite, on va être dans une situation stable ou très stable. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs pour, sans regarder les valeurs, d'un coup d'œil, un pilote averti va vous dire si c'est une journée stable ou non. Ce que je vais vous proposer, c'est de nous arrêter là pour aujourd'hui. Et de nous je vais garder du coup les brises et les confluences pour la semaine prochaine, puisque dans tous les cas, on avait un peu plus avancé en mécavol que prévu, donc je joindrai la suite. Sinon, ça va faire beaucoup d'informations à retenir pour ce soir. Je prends quand même du temps si jamais vous avez des questions. J'en profiterai.